Ce deuxième invité s'appelle Dominique Moisy. Bonjour Monsieur Moisy, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Vous êtes géopoliticien, vous êtes aussi conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Pour complémenter ce que vient de dire l'ancien ambassadeur normand, et sans larmoyer sur la France-Afrique, dont les derniers oripeaux sont en train de se dégrader à toute vitesse, est-ce que les Africains vont gagner au change avec nos remplaçants, en l'occurrence les Russes et les Chinois? La réponse est évidente. Sûrement pas, mais en tout cas, ils y croient. Est-ce qu'ils y croient vraiment? Je ne suis pas sûr. Je crois que la question du Niger est effectivement fondamentale et nous ne sommes pas seuls. On oublie les 2 bases américaines, les 1100 soldats américains, plus des soldats européens, plus la mobilisation de la CEDEAO. Je serais peut-être un peu moins pessimiste que l'a été l'ambassadeur normand. Je crois que le Nigeria est décidé à ne pas rester passif. Oui. Donc les choses sont, me semble-t-il, encore beaucoup plus ouvertes. Et la Russie n'a pas gagné. Et je crois que le sommet Afrique-Russie qui vient d'avoir lieu à Saint-Pétersbourg montre les difficultés de la Russie. En 2019, le premier sommet avait réuni 43 chefs d'État africains autour de Poutine. En 2023, Ukraine oblige, il n'était plus que 17. Donc en fait, tout me semble ouvert parce que c'est une question qui dépasse de beaucoup celle des relations entre la France et l'Afrique. C'est vraiment l'avenir du continent africain dans son ensemble, au moins l'avenir de l'Afrique de l'Ouest. Dominique Moisy, attention, si je vous entends bien, vous dites là, ce matin, sur LCI, que l'affaire du Niger n'est pas bouclée du tout. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, entre guillemets, depuis une semaine, là, oui. Les militaires, mais que peut-être la semaine prochaine, ils n'y seront plus. Oui. Par la grâce ou à cause d'une éventuelle intervention militaire. Ils ne vont pas se retirer comme ça de bon gré parce qu'on leur demande. Non, mais il y a une épreuve de volonté politique qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Vous avez les pays putschistes, si j'ose dire, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, qui font corps avec les putschistes nigériens. Qui font corps et qui disent à la communauté internationale et aux légalistes africains, attention, n'intervenez pas. Et vous avez au contraire les Occidentaux, les pays de la CEDEAO qui disent non, cette fois-ci, trop c'est trop, nous n'acceptons pas ce nouveau coup d'État parce que c'est le 3e et surtout parce que c'est le Niger. Et que sur un plan géopolitique, le Niger a une frontière commune d'un côté avec la Libye et de l'autre, c'est le pays clé avec le Nigeria. Alors, il y a aussi le Tchad qui ne fait pas partie de la CEDEAO, mais qui a sans doute une des armées les plus puissantes de cette partie de l'Afrique. C'est le président tchadien qui a rencontré le président renversé à Niamey. Il a d'ailleurs tweeté des images où ils étaient tous les deux apparemment très détendus sur un canapé dans la résidence de l'ancien président. Le Tchad peut-il bouger tout seul ou est-ce qu'on lui demandera de faire le sale boulot? Tout seul, je ne le pense pas. Non. Mais je reviens sur mon point qui me paraît essentiel. Rien n'est joué encore aujourd'hui. Rien n'est joué aujourd'hui. Écoutez, c'est très intéressant parce que quand on voit qu'on évacue les Français par précaution, on se dit que même au Quai d'Orsay, ils considèrent que par précaution on les sort, ça veut dire qu'on n'y reviendra pas tout de suite, et peut-être même jamais. On peut avoir l'interprétation exactement inverse, qui consisterait à dire non, ça va chauffer, il vaut mieux que notre communauté ne soit pas prise en otage. Donc au contraire, je crois qu'il y a un principe de précaution. Alors les images ne font pas plaisir, elles ne sont pas positives, mais nous ne sommes pas à Saigon en 1975, nous ne sommes pas à Kaboul en 2021. Dominique Moisy,
Globalement, quand même, comment expliquer ce ressentiment contre les Français qui a balayé le Mali, le Burkina, où on voit qu'il y a des tensions au Cameroun également, etc. Et au Niger, puisque en fait depuis 2 ans ça remue et le président Bazoum en avait parfaitement conscience. Pourquoi on nous en veut tant ? On est méchant, on a mal fait, qu'est-ce qui se passe ? Non, je crois qu'il y a les cicatrices du passé qui, loin de s'atténuer avec le temps, se renforcent. Sur cette question, il y a 2 écueils à éviter. Le premier, c'est de considérer que ce qui se passe n'est que le produit de la propagande russe, n'est que le produit de la volonté de la Russie, via Wagner, de se substituer à nous. C'est plus complexe que cela. Oui. Et l'autre interprétation qui me paraît fausse serait de dire non, c'est la responsabilité coloniale de la France-Afrique, on n'a jamais su dépasser, on n'a jamais su faire confiance aux élites africaines réellement, nous les avons humiliées. La réalité est un peu entre les deux. S'il n'y avait pas de ressentiment, les Russes n'auraient pas pu l'exploiter. Mais il n'y a pas que ce ressentiment. Alors, c'est quand même assez étonnant parce que les Russes font un usage abusif et outrancier, en tout cas, du colonialisme français, mais c'est valable aussi pour les Britanniques, etc., etc. Eux-mêmes ayant été un grand pays impérialiste, expansionniste. Alors, c'était pas la même colonisation, mais pas en Afrique, justement. Donc, pour eux, c'est un terrain vierge et ils avancent là-dessus. Et à tout coup, si le Niger poursuit dans la voie qui a été engagée il y a maintenant 7 jours, ils seront là, ils vont venir. Oui. Ils ne vont pas louper l'occasion. Oui, mais 2 points. La Russie de Poutine utilise profondément l'héritage de l'URSS. Oui. C'est-à-dire, rappelez-vous, nous étions un pays, au temps de la guerre froide, anticolonialiste, anti-impérialiste. Et à l'intérieur de la Russie, Poutine, à l'inverse, se présente comme l'héritier des tsars et de l'empire des tsars. Mais la Russie a aussi un passif. En 2019, elle fait des promesses à l'Afrique. Elle fait miroiter une aide de plus de 40 milliards de dollars ou d'euros. On n'en est pas là du tout aujourd'hui. Les Russes n'ont pas, on dirait en anglais, delivered. Ils n'ont pas fourni les promesses. Ils n'ont pas rempli les promesses. Ils ont des frais en Ukraine aussi. Hein. Ils ont des frais en Ukraine. Pour le moins. Et en ce qui concerne les 2 autres pays de la troïka locale, donc le Mali et le Burkina, qui ont éjecté les Français, bon, les Français, ils étaient là aussi beaucoup pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Le djihadisme avance là, pour le moment, et si le Niger reste en l'état, c'est pareil, ça va être des territoires conquis, tout ça. C'est pour ça peut-être que les voisins vont intervenir. Oui. Là encore, nous n'en sommes pas là. Mais il est évident que l'islam fondamentaliste, vaincu au Moyen-Orient, s'est replié en Afrique et est devenu un problème majeur dans cette partie de l'Afrique. Parce que nous les avons vaincus et en Syrie et en Irak. D'accord, donc ce sont des territoires de repli, de nouveaux combats. Mais en fait, ceux qui se battent en Syrie et ceux qui se battent au Mali ou au Nord Cameroun, les gens de Boko Haram, etc., raisonnent et pensent de la même manière. Ils ne s'appellent pas de la même façon, mais c'est les mêmes. Tout à fait. Tout ça, c'est les mêmes. Tout à fait. D'accord. En ce qui concerne la Russie et la guerre sur le front de la russo-ukrainien, Dominique Moïsi, comment analysez-vous ce qui se passe actuellement ? Donc une guerre de position de terrain, on gagne 500 mètres, on recule de 3 km, etc. Une guerre dans les airs toutes les nuits avec des drones qui bombardent telle ou telle ville, même Moscou, ce qui est quand même assez extraordinaire puisque Moscou n'avait pas été bombardé depuis les années 40 quand même, hein, finalement, donc ça fait un petit moment. Ça peut durer extrêmement longtemps. Il n'y a pas de débouché diplomatique là. Il n'y en aura pas à une prévision comptable. Non. Non, je crois qu'il faut essayer de revenir aux fondamentaux. Allez-y. Le facteur motivation continue de jouer en faveur des Ukrainiens. Si l'Ukraine perd la guerre, c'est la fin de l'Ukraine indépendante. Oui. Si la Russie perd la guerre, c'est seulement la fin de Poutine. À l'inverse,
le facteur temps est plutôt en train de jouer en faveur des Russes. Il y a eu une inversion qui s'est produite entre le début de la guerre et maintenant. Au début de la guerre, ne pas perdre pour les Ukrainiens, c'était gagner. Aujourd'hui, ne pas réaliser des percées significatives pour les Ukrainiens, c'est plutôt perdre. Et ne pas être confronté à ces percées pour les Russes, c'est plutôt gagner. Parce que dans 2 mois, un peu plus peut-être, le temps aura changé et il ne sera plus propice aux offensives. Et les Russes jouent le temps en se disant que oui, bien sûr, la motivation des Ukrainiens est supérieure à celle des Russes, mais celle des Russes est quand même supérieure, au bout du compte, à celle des Occidentaux. Il y aura une fatigue à l'égard de la guerre en Ukraine, et puis il y aura des élections aux États-Unis en novembre 2024, et ils comptent bien entendu sur l'élection d'un républicain, idéalement Donald Trump. Alors si Trump est élu, on est bien d'accord, Dominique Moisy, c'est la plus mauvaise nouvelle qui soit possible pour les Ukrainiens. On est bien d'accord. Pour les Occidentaux dans leur ensemble. Enfin, pour les Occidentaux en général, et prioritairement les Américains aussi. Et les Américains aussi, mais ça c'est un autre débat à la limite, mais le fait est que c'est tout à fait clair et net. En ce qui concerne ce qui se passe en Russie même, qu'est-ce que vous avez, quand vous avez vu le ministre russe de la Défense se rendre en Corée du Nord, donc il a été reçu par Kim, par tous les maréchaux de l'armée, etc., etc., pourquoi les Russes vont-ils chercher un appui ou des munitions d'ailleurs chez les Nord-Coréens? On n'en sait rien. Non. C'est le secret absolu. Oui, oui. Bon, on peut penser qu'effectivement, le terme que vous venez d'utiliser, celui de munitions, est plausible. Mais en même temps, on peut dire, regardez, quelle meilleure preuve de l'isolement de la Russie dans le monde. C'est fou. Elle ne trouve comme allié véridique, sincère, que la Corée du Nord, que le Nicaragua. C'est quand même pas terrible. Que le Venezuela, ce n'est quand même pas terrible. C'est pour le moins pas terrible, et c'est surtout complètement bizarre, parce que c'est quand même l'un des principaux exportateurs d'armes au monde, la Russie, oui. Et ils sont obligés d'aller acheter des drones aux Iraniens, et peut-être des cartouches aux Nord-Coréens, ou des missiles, enfin, c'est quand même paradoxal, non? Oui. Mais enfin, c'est une guerre qui consomme de manière incroyable en termes de munitions. Ça joue pour les 2 camps, nous, si j'ose dire, et les Russes. Alors ça consomme aussi en termes de vies humaines, puisque les derniers bilans des services de renseignement occidentaux font à peu près, malheureusement jeu égal, à peu près 100 000 morts de part et d'autre, que du côté ukrainien comme du côté russe. Alors en l'occurrence, les Ukrainiens semblent avoir moins de problèmes pour trouver des hommes pour aller se battre, mais les Russes, oui. Oui. Ce qui modifie les règles de recrutement, d'enrôlement, les carottes également financières qu'on donne aux familles des gens que l'on appelle sous les drapeaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jour, peut-être, la société russe dira non à Poutine, on n'y va plus? Non, on en est très loin. Puis c'est pas le genre de la maison de dire non au pouvoir central. Ça n'est pas le genre de la maison, mais ça peut le devenir très vite. Je crois que les émotions des peuples changent très rapidement. Ce qui est clair, c'est que les Russes ne sont pas enthousiastes à mourir pour cette opération militaire spéciale. Et Poutine essaye, en se rattachant au passé et à sa nostalgie de grandeur, à leur dire « nous sommes les héritiers de la grande Russie ». Et il joue sur les 2 tableaux, Staline, le petit père du peuple, les tsars, la grandeur de la Russie éternelle. Ça marche à la marge, pas fondamentalement. Alors aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on est confronté à une escalade de la guerre psychologique entre Russes et Ukrainiens. Rappelez-vous la célèbre formule de Giscard d'Estaing lors de son débat avec François Mitterrand, vous n'avez pas le monopole du cœur. Eh bien, Zelensky est en train de dire aux Russes, vous n'avez pas le monopole de la provocation. Vous dites tous les jours que si jamais on ne vous laisse pas garder les territoires que vous avez conquis de la manière la plus illégale, vous allez utiliser les armes atomiques.
Eh bien, moi, je dis que, rappelez-vous cet entretien qui vient d'être donné par Zelensky à un journal brésilien, cette guerre verra la fin physique de Poutine. On est dans une escalade de la guerre psychologique. Les Russes ont mis très haut la barre, mais les Ukrainiens sont en train de dire aux Russes, vous savez, nous pouvons vous dire, comme nous pouvons vous faire, ce que vous nous avez fait. D'où ces drones qui tombent sur Moscou d'une manière régulière, ciblée, qui n'ont pas vraiment de valeur militaire, mais qui ont une signification psychologique intense. La guerre est retournée en Russie. Alors, les Ukrainiens et les Russes font un usage très différent de leurs drones et de leurs missiles aériens, puisque les Ukrainiens ciblent des objectifs non civils, ou en tout cas des bâtiments vides la nuit, etc., alors que les Russes tapent dans des endroits où il y a des gens qui vivent et qui meurent. Je reviens sur ce que vous disiez sur Poutine et sa disparition, parce que quand j'ai entendu Zelensky dire Poutine mourra, il va mourir de cette guerre, moi j'ai cru comprendre, parce que je suis peut-être basique, qu'il allait être assassiné, empoisonné par son entourage, ou je sais pas quoi. C'est pas ça qu'il veut dire, Zelensky. C'est-à-dire qu'il sera balayé par la défaite des Russes, comme vous le disiez tout à l'heure. Si les Russes perdent, c'est la fin de Poutine. Oui, je pense qu'il évoque davantage la mort politique de Poutine que la mort physique. Au lendemain de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'image qui m'est venue spontanément, c'est la comparaison avec Napoléon envahissant la Russie. Ce sera pour Poutine le début de la fin, comme ça a été pour Napoléon le début de la fin. Ça a pris plus de 2 ans dans le cas de Napoléon. On n'en est pas encore là dans le cas de Poutine. Alors, il y a un truc qui est quand même très intéressant, Dominique Moisy. Vous avez dû le voir si vous suivez LCI. On a un excellent correspondant à Moscou qui fait des tas de reportages auprès des habitants russes de la capitale, et pas seulement, il va beaucoup en province. Et tous, bien souvent, lui disent, écoutez, la guerre, c'est pas notre truc, on trouve que c'est pas forcément une bonne idée d'avoir fait la guerre en Ukraine, mais quand même, la Crimée, c'est à nous. Et ça, on veut le garder, quoi qu'il arrive. Ça a une justification historico-géopolitico, ou c'est une vue de l'esprit, ce truc-là? Ah non. L'histoire ukrainienne est la plus compliquée qui soit. Et chaque camp a des argumentaires particulièrement développés. Il y a la Bosnie-Herzégovine aussi, qui est très compliquée. Il y avait le Mecklembourg hier. Donc, chaque camp peut trouver des justificatifs dans l'histoire. Ce qui est certain, c'est que psychologiquement, la majorité des Russes considèrent que la Crimée leur appartient. J'ai des témoignages. Dans les années 90, j'étais responsable pour partie d'une école pour la démocratie pour les députés, les membres de la Douma. Ils étaient en faveur de la démocratie, ils étaient pour l'état de droit, mais pour la question de l'Ukraine, ils étaient beaucoup plus dubitatifs. Et sur la question de la Crimée, ils étaient certains. Ils étaient certains que la Crimée était russe et devait le rester. Historiquement, c'était chez eux. Et puis Sébastopol, qui est quand même le siège de la flotte de la mer Noire, etc. Puis toute une longue histoire. Merci beaucoup, en tout cas, pour cet éclairage absolument passionnant, signé Dominique Moisy, géopoliticien et conseiller spécial à l'Institut Montaigne sur LCI ce matin. Je vous souhaite un très bon été, monsieur Moisy. Merci beaucoup. Il est 8h50 exactement. Merci peut-être de nous avoir suivis depuis 6h ce matin. On sera tous là demain matin. Ils sont déjà partis, mes petits amis. Mais ils me rejoindront demain matin juste avant 6h, entre 9h et 12h. Bien sûr, c'est le temps de l'info sur LCI qui sera présenté par Solène Rioux.